Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. C'est la fin de la grève à l'université Omar Bongo. Après plusieurs jours de paralysie, les enseignants-chercheurs ont levé la grève ce matin. Cette levée intervient au lendemain de la rencontre entre le SNEC et le ministre de l'Enseignement supérieur. C'était au cours d'un point de presse tenu ce matin. Des propos recueillis par Arnaud Mbabokon. Le 24 février 2018, nous tenions une conférence de presse pour réagir à la campagne de dénigrement menée par le rectorat à l'endroit des enseignants-chercheurs de l'UOB et de l'organisation syndicale SNEC-FRAP. Nous avons pour cela mobilisé notre communication vers l'opinion publique autour de deux arguments reposant sur une réalité incontestable, à savoir l'absence de considération et de respect du recteur envers ses collègues, l'approximation et l'échec de la gouvernance. Nous avons voulu une grève responsable en veillant à la continuité de notre mission publique, ceci en garantissant le déroulement de certains enseignements. Nous avons également montré notre volonté et notre attachement au dialogue. Ainsi, de notre rencontre avec la tutelle, une perspective claire de la sortie de crise s'est traduite par des engagements précis de la part du ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je vais vous décliner ces trois engagements. L'établissement des termes de référence du nouveau mode de désignation des responsables d'établissement d'enseignement supérieur d'ici fin mars. 2. Ouverture du dépôt des candidatures au poste de recteur d'ici avril 2018. Et 3. Organisation d'un conseil d'administration sur l'audition et le choix des candidats d'ici mi-mai 2018. Afin de restaurer un climat de sérénité au sein de l'UOB, un engagement ferme a été également pris par la tutelle pour que l'équipe rectorale actuelle paye dans le courant du mois de mars les vacations non perçues lors de la première tranche. De concert entre l'administration rectorale, les départements concernés et les syndicats, un listing précis des impayés de vacations et un chronogramme de paiement devront être établi. Le SNEC et la FRAP, à la suite de ces engagements de la tutelle, estiment que les conditions d'un dialogue constructif pour une nouvelle gouvernance universitaire sont réunies et par conséquent, nous décidons de la suspension de notre mouvement de grève à compter de ce mercredi 7 mars 2018. Nous tenons ainsi à réaffirmer notre souci de voir l'université Omar Bongo entrer dans une gouvernance transparente, démocratique et qui ouvre des perspectives à l'excellence et à la compétitivité internationale. L'actualité est toujours au sein de ce temple du savoir. Fermé depuis plus d'un an, le restaurant universitaire de l'UOB a rouvert ses portes, mais cette reprise n'a pas reçu l'accueil escompté. Reportage. Le restaurant de l'université Omar Bongo a bien repris du service après être fermé pendant plus d'un an. Sur une affiche collée à l'entrée du restaurant, on peut clairement lire les menus proposés aux étudiants, variant entre un menu standard ou un autre en option. Mais à peine rouvert, les avis sur la qualité du service et des plats servis semblent plutôt mitigés. Le repas, il est assez bon, l'organisation assez bonne également. Bon, juste que le coût du ticket a augmenté, donc ce qui fait en sorte que la plupart des jeunes n'ont plus accès au restaurant. C'est parce que le coût du ticket a augmenté, il est quitté de 150 à 500. Donc ça ne permet plus à tout le monde d'avoir la possibilité de manger. Normalement, les choses ne vont pas dans les meilleures conditions. Déjà, la nourriture n'est pas bonne, premièrement. Il n'y a pas d'eau, pas de mayonnaise, pas de dessert, pas d'arôme, rien.
Donc on mange juste avec ce qu'on peut. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Pas de dessert, la nourriture parfois dort. Oui, et tout ça pour 500. Il y a eu même un jour où on s'est fait manger des ailes fatiguées. Les gens ont laissé les plats, ils sont partis. Avec des tarifs revus à la hausse, passant de 150 francs à 500 francs CFA, l'affluence n'est pas celle des années antérieures. Mais cette augmentation serait justifiée par les nouveaux investissements effectués pour renouveler les batteries de cuisine. Encore toutes nos excuses pour la qualité de l'élément que vous venez de suivre. Dans le volet santé, en prélude à la journée mondiale du rein et ceux de l'école des charbonnages, mais également ceux de l'Octra 1 dans la commune d'Ovendo se sont prêtés aux examens de dépistage liés à l'insuffisance rénale. Nos envoyés spéciaux, Euphrem Biyogo Edzo et Fleury Asiondo. Après les adultes, le tour est revenu aux apprenants des écoles publiques des charbonnages et Octra 1 d'Ovendo de bénéficier gratuitement du dépistage lié à l'insuffisance rénale, une pathologie qui n'épargne aucune couche sociale de la société. La tenue de ce rendez-vous répond à un besoin, celui de pouvoir faire bénéficier un maximum de personnes des premiers soins gratuits. Tout cela en prélude à la journée commémorative qui marque la célébration de la journée mondiale du rein fixée le 8 mars de chaque année. Au Gabon comme partout dans le monde, le rein et la santé de la femme constituent les éléments arrêtés pour cette thématique. Les pédiatres et les néphrologues adultes se sont associés pour célébrer cette journée comme dans le reste du monde. Alors dans les autres pays, il y a des manifestations, il est question de faire des dépistages gratuits, de parler de la maladie rénale, prévenir la population. Alors nous avons décidé de ne pas être en reste cette année et nous nous sommes mis à l'œuvre pour organiser cette journée en faisant des dépistages gratuits. Encore qu'on peut même ne pas avoir de symptômes. Donc c'est pour ça en fait nous déjà nous nous intéressons particulièrement aux populations en bonne santé. Ceux qui n'ont pas de problème de rein. Donc c'est pour ça que nous sommes allés dans les écoles. Nous n'avons pas voulu le faire à l'hôpital. Alors donc on suppose que ce sont des gens en bonne santé. Mais il y a des signes, l'enfant ne présente pas de signes, mais par des examens. Donc nous voyons déjà, en fait nous recherchons les facteurs de risque. Donc, dont l'obésité déjà, donc c'est pour ça que nous leur prenons le poids. Nous essayons de voir si nous avons des diabétiques dans l'ombre, nous leur faisons la glycémie, nous prenons la tension pour détecter des éventuels hypertendus. Et voilà, nous en avons déjà détecté depuis le matin. Et nous prenons également l'urine, parce que dans l'urine, on peut avoir des éléments pathologiques qui peuvent nous faire penser à la maladie rénale. Le travail ainsi élaboré permet d'associer la Société gabonaise de pédiatrie et ses partenaires au suivi des enfants déclarés positifs ou encore qui manifestent des signes d'une éventuelle attaque. Donc ce sont eux qui nous ont un peu sponsorisés en matériel et c'est chez eux qu'on enverra les gens qui sont positifs pour des examens plus poussés. Les dits dépistages se déroulent en accord non seulement avec le ministère de l'Éducation nationale, les établissements concernés, l'association des parents d'élèves et les chefs d'établissement. Une action qui n'a pas laissé indifférent le directeur de l'école des charbonnages et la présidente du bureau de l'association des parents d'élèves de cet établissement. Nous les écoutons au micro de Euphrem Biyogo Edzo et face à la caméra de Fleury Asiondo. Après les adultes, le tour est revenu aux apprenants des écoles publiques des charbonnages et Octra 1 d'Ovendo de bénéficier gratuitement du dépistage lié à l'insuffisance rénale, une pathologie qui n'épargne aucune couche sociale de la société. La tenue de ce rendez-vous répond à un besoin, celui de pouvoir faire bénéficier un maximum de personnes des premiers soins gratuits. Tout cela en prélude à la journée commémorative qui marque la célébration de la journée mondiale du rein fixée le 8 mars de chaque année. Au Gabon comme partout dans le monde, le rein et la santé de la femme constituent les éléments arrêtés pour cette thématique. Il faut dire que c'est une bonne chose, un dépistage gratuit comme ça. Et pour les enfants de bas âge, ça nous permet de suivre les enfants dès les premières années. S'il y a des cas de couverts ou dépistés, ça permet aux parents de les suivre. Donc c'est une bonne chose pour les parents que je représente
de recevoir ce groupe de médecins au sein de notre établissement. Parce que, comme je le disais, ça nous permet de détecter dès les premières années quelques manquements auprès de nos enfants et de pouvoir les combattre. On souhaiterait bien que d'autres cas soient dépistés, que le ministère de la Santé ou d'autres ONG prennent ces pareilles initiatives pour nous aider à détecter, dépister des maladies très tôt auprès de nos enfants. Parce qu'il est mieux de prévenir que de guérir. Très tôt, on dépiste, très tôt également, on a la possibilité de sauver les vies. Le travail ainsi élaboré permet d'associer la Société gabonaise de pédiatrie et ses partenaires au suivi des enfants déclarés positifs ou encore qui manifestent des signes d'une éventuelle attaque. Par rapport à la journée mondiale du rein et que nous avons accueilli ici, nous estimons que c'est déjà bien de savoir que l'hôpital quitte les structures pour aller vers la population. Et que ce n'est pas toujours évident de penser à procéder à ce genre de dépistage. Donc ici, ça se déroule quasiment bien, très bien d'ailleurs, malgré que par rapport à la sensibilisation, nous avons dû faire dans l'express, mais malgré quoi que cela, il y a l'engouement, et je pense que l'équipe ne va pas me démentir. Nous avons eu très peu de fiches d'interpellation des parents, très peu de fiches, quoi qu'il en soit, nous sommes passés dans les 5, on a sensibilisé les élèves les plus grands et les plus petits ont reçu des fiches de demande d'autorisation des parents. Je pense qu'on ne pouvait pas aussi faire toute l'école, on avoisine 1000 et ils avaient estimé avoir à travailler avec 300 élèves. Et là, ils sont allés au-delà de 300 élèves. Les dits dépistages se déroulent en accord non seulement avec le ministère de l'Éducation nationale, les établissements concernés, l'association des parents d'élèves et les chefs d'établissement. La démission parentale, une attitude de plus en plus observée dans la société gabonaise, jeunes ou vieux. Les parents s'impliquent de moins en moins dans l'éducation de leur progéniture. Aujourd'hui, cette situation pourrait avoir de lourdes conséquences. Sabrina Kundi Penda. Le suivi des enfants, un exercice auquel s'adonnent difficilement les parents aujourd'hui. Au fur et à mesure que les années passent, on aurait l'impression que les chefs de famille s'intéressent de moins en moins au rôle qui est le leur, notamment celui d'éduquer et de sensibiliser leur progéniture. Une situation qui ne laisse personne indifférent. Bon, la démission parentale, on peut dire que c'est dû parfois aux occupations des parents. L'absence permanente des parents dans l'éducation de leurs enfants pourrait avoir de lourdes conséquences. On peut dire que l'enfant peut se refermer, compter sur lui seulement, ne plus parler de ses problèmes aux parents et aussi peut-être se rapprocher, avoir de mauvaises compagnies après. Et cela entraîne seulement la délinquance juvénile qu'on voit aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Je dirais aux mamans d'être amies avec leur enfant, c'est très important parce que la meilleure amie d'une fille, c'est sa mère. Et si elle n'est pas amie avec sa fille, ça peut causer des dommages. Vraiment. Au regard de l'éducation de la rue qui chaque jour gagne du terrain et attire le grand nombre, les chefs de famille sont aujourd'hui invités à reprendre les choses en main pour un recadrage car il en va de l'avenir de leur progéniture. L'amour d'un parent pour son enfant passe également par son implication permanente dans l'éducation de ce dernier. Rien à voir avec ce qui précède, c'est une rencontre de travail qui vient de se tenir entre le tout nouveau promu au poste de desserrage du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les partenaires sociaux relevant de cette administration. Au centre des échanges, réfléchir ensemble comment résoudre les problèmes de ce département. Reportage. Nouvellement promu au poste de desserrage des ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme, Stéphane Edumbi vient de tenir une rencontre de prise de contact avec les partenaires sociaux relevant de son département ministériel, avec en toile de fond, échanger avec ces entités, histoire d'examiner ensemble la plateforme revendicative de bon nombre des 10 partenaires sociaux, afin que le dialogue qui a été entamé dès aujourd'hui entre les différentes parties puisse perdurer
en vue de solutionner de nombreux problèmes qui minent ces départements. Et monsieur le ministre RH nous a rassuré qu'il devait être un partenaire privilégié, qui devait vraiment servir de canal de transmission entre les partenaires sociaux que nous sommes et la tutelle. Donc nous avons eu à jeter les bases d'un dialogue social permanent à l'interne pour les jours à venir. Voilà exactement de manière succincte ce qui a été dit lors de la séance de travail de cet après-midi. Autre point soulevé lors des échanges, des syndicats ne possédant aucune représentativité à l'échelle nationale ne seront plus admis au sein de cette administration. Une lettre de recadrage devrait permettre aux réfractaires de pouvoir se conformer suite aux nouvelles mesures. Peuvent dialoguer que les vrais syndicats qui sont légalement reconnus et légalement constitués. Parce que nous ne voulons pas travailler avec les syndicats juridiques. Aujourd'hui, nous avons marqué une absence, nous avions marqué une longue absence que nous étions achetés. Mais nous avons laissé la possibilité à ces syndicats qui ont été créés de but à blanc par l'administration. Et aujourd'hui, nous faisons un comeback et nous revenons pour demander ce qui a été des avancées. Parce qu'effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été persécutées. Nous voulions résoudre les problèmes de certains compatriotes qui ont fait plusieurs années sans être payés. Il y a eu des problèmes au niveau du ministère de la Culture qui n'ont pas été solutionnés. Mais on espère, on ose croire qu'en cette année 2018 et depuis tout ce temps, ces problèmes ont été solutionnés. Souhaité par le syndicat national de la culture et des arts, une journée d'information sur la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État a été organisée aujourd'hui à l'intention des agents du ministère de la Communication numérique, de la culture, des arts et traditions chargés de l'instruction civique et de l'éducation populaire. Pierre Parfait, Mbadikombo. Les agents de l'État du ministère de la Communication numérique, de la culture, des arts et traditions, chargés de l'instruction civique et de l'éducation populaire, ont bénéficié d'une journée d'information sur la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Un organisme créé en 2014. Donc, en 2014, c'est à l'initiative de la volonté en fait, du président de la République que la caisse des pensions ouvre ses portes. Mais les activités démarrent en 2015. Alors les activités, c'est quoi? C'est liquider et payer les prestations sociales des agents de l'État en activité. En activité et payer en activité et à la retraite. Au cours de cette journée, les agents du ministère de la Culture et des Arts ont reçu toutes les informations relatives à la préparation à la retraite et les informations utiles sur les services qu'offre la CPPF. Il s'agit là en fait des prestations de maternité. Alors les prestations de maternité comprennent l'allocation prénatale et la prime à la naissance. Nous avons également les prestations d'allocation de rentrée scolaire. Journée d'information est l'aboutissement heureux d'une requête du syndicat national de la culture et des arts. Parce que l'objectif de notre syndicat n'est pas seulement de revendiquer, c'est aussi de former et d'informer nos syndiqués. Et c'est dans cette optique que le syndicat national de la culture et des arts a sollicité et obtenu de la caisse des pensions et des prestations familiales l'organisation de cette journée d'information sur la CPPF. Cette journée d'information s'est déroulée en présence de Rodrigue Mikolo Banaka, le directeur général adjoint de la CPPF, qui a indiqué que l'organisme compte s'étendre à l'intérieur du pays. En politique à présent, on parle de cet échange entre Noël Lambert-Mata, le ministre de l'Intérieur, et les responsables des partis politiques de l'opposition comme de la majorité. Objectif, présenter le Centre gabonais des élections qui remplacera désormais la CENAP, jugée inefficace par l'opposition, et discuter de sa mise en place. Pierre Parfait, Mbadikombo. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, la substance de ma communication de ce matin, avant que je ne puisse vous donner les détails sur la mise en place de ce centre gabonais d'élection,
Les préalables, c'est l'élection du président de cette commission. Et cette commission, ce président est élu par un collège spécial qui comprend 5 membres de la majorité et 5 membres de l'opposition. Mais avant que d'en arriver à l'élection du président du Centre Gabonais des élections, il y a la mise en place de la commission ad hoc qui est chargée d'examiner les candidatures. Et cette commission est mise en place par le ministre de l'Intérieur en saisissant les acteurs politiques que vous êtes. Et cette commission ad hoc est composée de 8 membres, 4 membres représentant les partis politiques légalement reconnus de la majorité et 4 membres comprenant les partis politiques légalement reconnus de l'opposition. C'est donc cette commission ad hoc qui est composée des représentants des partis politiques. Cette commission qui reçoit les candidatures de ceux d'entre nous, Gabonaises et Gabonais, qui postulent à ces postes, à cette fonction de président du CGE. Cette commission ne fait que examiner les candidatures. Et les candidatures sont soumises au collège spécial, qui est lui aussi mis en place par le ministre de l'Intérieur. Ce collège comprend 10 membres, 5 de la majorité et 5 de l'opposition. C'est ce collège qui procède à l'élection du président du Centre Gabonais des élections. Donc, vous avez les détails dans les textes qui vont vous être distribués. Naturellement, pour être président, il faut être de la société gabonaise, jouir de ses droits civils et politiques, mais aussi avoir une connaissance du processus électoral. Nous ouvrons à présent la page étrangère de ce journal. D'abord, au Moyen-Orient, parler des conséquences de la crise des déchets. Je ne vous en dis pas plus. Reportage. Ce n'est plus la grande affluence à la criée de Boucharmoud. Ce poisson est à 45 $. Allez, disons 40. Les pêcheurs doivent supporter un voisinage polluant et odorant. Cette montagne de poubelles. En 2016, c'est ici que le gouvernement a décidé d'ouvrir l'une des 2 décharges officielles du pays. Et il n'aura fallu que 2 ans pour qu'elle arrive à saturation. Regarde là les déchets qu'on a dans ces filets. Ces bottes, pourquoi elles sont dans la mer? On a pêché ça à 70 ou 80 mètres. La décharge déborde dans la mer, obligeant les poissons à migrer beaucoup plus loin des côtes et engendrant des coûts supplémentaires pour les pêcheurs. Émile Haïd dirige leur corporation. Il a porté plainte contre l'État pour faire reconnaître le préjudice de sa profession. Avant, je gagnais 400, 500 $ par semaine. Maintenant, c'est 50, 60, 100 quand ça va bien. Certains pêcheurs ont même été obligés de changer de métier pour faire vivre leur famille. Le problème des déchets n'est pas nouveau au Liban. En 2015 déjà, la population manifestait pour protester contre l'accumulation de poubelles dans les rues de Beyrouth et le collectif citoyen You Stink, Vous puez, pointait du doigt la mauvaise gouvernance des autorités. Le problème n'est pas un problème de technicité, ça c'est un problème de politique. Le recyclage c'est à peine dit à 20%. L'initiative You Stink connaît c'est un problème de corruption au Liban. Ils veulent remplir leur poche d'argent et faire des contrats et donner de l'argent à leur société. Il y a encore quelques années, les camions de la municipalité de Beit Meri déchargeaient des tonnes de déchets dans ces vallées. Il aura fallu attendre un procès pour faire cesser la pratique et créer l'une des rares usines de recyclage du Liban, sous l'impulsion de cet ingénieur, amoureux de son pays. Nous professons une décentralisation totale, où c'est plus facile à travailler. On n'a pas une infrastructure maintenant où on sait que les déchets vont dans une usine comme celle-là et que rien ne sortira. Fin janvier, les plages de Beyrouth s'étaient retrouvées jonchées de détritus suite à des vents violents, faisant craindre une nouvelle crise des déchets. Pourtant, pour l'heure, le gouvernement n'a pas proposé de plan global. Il envisage d'agrandir les 2 déchetteries existantes et de créer de nouveaux incinérateurs.
Aux États-Unis, le chef de la diplomatie américaine est attendu mardi en Éthiopie, première étape de sa première tournée en Afrique en tant que secrétaire d'État de Donald Trump. Il se rendra ensuite au Kenya, au Tchad et enfin au Nigeria. Reportage. La visite de Rex Tillerson en Afrique est la première marque d'intérêt de l'équipe de Trump à l'égard du continent. Un programme chargé pour la semaine en 5 étapes. Éthiopie, Kenya, Djibouti, le Tchad et le Nigeria. Une visite qui met l'accent sur la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, mais pas seulement. Le secrétaire d'État a pour mission de séduire les Africains et pour cela, il ne vient pas les mains vides. Rex Tillerson a promis 533 millions de dollars d'aide et grâce à des partenariats publics-privés, il s'engage à fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Une offensive économique pour lutter contre l'influence grandissante de la Chine sur le continent. Les États-Unis poursuivent le développement d'une croissance durable qui renforce les institutions, la primauté du droit et ainsi la capacité des pays africains à être autonomes. Ce positionnement contraste fortement avec l'approche de la Chine qui encourage la dépendance avec des contrats opaques, des pratiques de prêts prédateurs et la corruption qui endettent les nations et limitent leur souveraineté en les empêchant d'avoir une croissance autosuffisante sur le long terme. Après un premier arrêt à Addis Abeba mercredi, Rex Tillerson se dirige vers Djibouti où se trouve la seule base militaire américaine de la région. C'est d'ailleurs ici, dans ce pays, que les Chinois ont choisi l'an dernier d'installer leur première base militaire à l'étranger. Mais pour Rex Tillerson, l'opération de séduction en Afrique se déroule dans un contexte tendu. En janvier dernier, Donald Trump avait traité Haïti et plusieurs nations africaines de pays de merde. Par ailleurs, le travel ban voulu par le président américain interdit l'accès des États-Unis aux ressortissants de 7 pays, dont le Tchad, où se rend Rex Tillerson. En sport, l'Union sportive de Bitam garde sa place de leader du National Foot 1. Elle s'est imposée au stade Gaston Péril 3-1 face à Mangasport. Une victoire qui réconforte, j'y arrive, le club bitamois. Le résumé de cette rencontre avec Mosconi Ngonba. C'est bel et bien Mangasport qui ouvre le score à Gaston Péril face à l'US Bitam. Un but inscrit en première mi-temps par Assam Brahim, mais très vite cueilli à froid grâce à un triplé d'Acharaf Agoro de Bitam qui remet les pendules à l'heure. Le troisième but intervient lorsque Romuald Titigui perd la balle en milieu de terrain. La contre-attaque des Bitamois est cruciale. Bitam trop fort, un signal fort est envoyé à ses poursuivants. Preuve que la suite du championnat promet des bouleversements. USB Manga, ce sont des matchs difficiles. Faut l'avouer, voilà. À quel niveau pensez-vous avoir pêché? Bon, on va dire qu'on a eu des moments d'inattention, surtout quand on prend le deuxième but. C'est là où ça nous a coupé un peu les jambes parce que c'est un but qui est rentré au moment où on ne s'attendait pas. Non, pas difficile. Vous savez que ce sont des matchs en retard que nous sommes en train de jouer. Quand vous regardez l'écart entre nous et USB, je crois que ça va faire 7 points. C'est encore jouable. C'est encore jouable. On a tout de suite un match mercredi qui va nous permettre de nous relancer dans la course. Les supporters du US Bitam saluent cette victoire qui leur redonne espoir pour la conquête du titre de cette année. Nous avons renouvelé le groupe à 65%, mais nous avons quand même gardé un certain nombre de cadres qui, par exemplarité, se sont illustrés dans le passé, notamment Erwin Gema, le capitaine, qui évolue au sein du club depuis près de 15 ans aujourd'hui. Monsieur de Claude Merlin, qui aussi est là depuis un certain nombre d'années. Donc pour nous, il fallait une bonne dose, un bon mélange entre les anciens et les tout nouveaux pour que les anciens puissent encadrer les nouveaux qui arrivent. Une cohabitation entre anciens et nouveaux qui donne des fruits grâce à l'intelligence de son capitaine Erwin Gema, qui a su resserrer les liens qui existent entre joueurs et dirigeants pour ainsi redonner le sourire à son 12e homme qui s'impatientait de ce genre de rencontre à couper le souffle. Et pour finir, retrouvons Ulrich Sima est là dans cette analyse qui met en exergue les crises perpétuelles observées au sein des différentes fédérations sportives du pays. Règlement de compte, gestion opaque des fonds, chantage, exclusion, violation flagrante des statuts et règlements intérieurs des fédérations, fuite de responsabilité, trahison sont autant de mots qui minent les différentes fédérations de notre pays. La majorité de nos fédérations, voire ligues, sont disloquées en tendance, ce qui crée une véritable descente aux enfers de nos différents sports.
Ce fait pousse nos équipes à subir les éliminations humiliantes dans les compétitions internationales et cause la disparition de certaines disciplines sportives dans les grands rendez-vous internationaux. Au lieu que le ministère de tutelle joue son rôle de régulateur afin de mettre fin à ce phénomène qui met à la ruine l'évolution de nos sportifs qui souhaiteraient faire de ce secteur leur profession, ils préfèrent observer les fédérations dans leur guéguerre, parfois en soutenant certaines tendances fédérales. La question revient de savoir si la tutelle n'est-elle pas complice de la destruction du sport dans notre pays quand nous savons les moyens dégagés par l'État pour la promotion du sport. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision. Shekina, au revoir.